Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, on parle de tracteur à neige, comment choisir le bon. Le petit forestier, je qui fort avec camping. La machinerie lourde, je la prends sans jamais arrêter. Avec mon moulin massif, je coupe les arbres entiers. Dans les forêts du Québec, je me suis follement lancé. Donc, je vous amène avec moi aujourd'hui. Je suis pas mal avancé. En fait, ma commande est faite. J'ai acheté mon tracteur pour mon déneigement. Mais il y a quelques années, 2 ans déjà maintenant, j'avais fait une vidéo sur comment choisir un tracteur compact. Fait que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire le même exercice pour des tracteurs de déneigement. Vous partager, dans le fond, mes apprentissages derrière tout ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire mon choix. Puis peut-être, vous, là, si vous êtes un peu dans une situation similaire, vous faire réfléchir ou vous dire peut-être des choses qui sont disponibles ou que des considérations que vous n'auriez pas nécessairement eues. Donc, c'est ce dont on discute aujourd'hui. Vous voyez un beau tracteur Fendt en arrière de moi. Je suis chez Agricom, dans l'arrière-cour. Par là, c'est un container de poubelle. Par là, j'ai des tracteurs. Ils ont été super fins. Ils m'ont fait un petit setup là, que je puisse vous parler aujourd'hui. C'est un tracteur Fendt que je me suis acheté, donc le gros punch. Mais je vais utiliser ça comme exemple, étant donné que j'ai différents modèles, différentes grosseurs, pour vous parler un peu de ma démarche, puis qu'est-ce qui m'a amené à faire ce choix-là. Puis aussi, on va parler beaucoup d'accessoires parce qu'en bout de ligne, c'est beaucoup ça la question dans le déneigement. Qu'est-ce qu'on utilise comme équipement après le tracteur? Fait qu'il y a la machine elle-même, mais il y a aussi les équipements. Avant de me lancer là, dans les détails techniques, tout ça, j'aimerais prendre une minute pour remercier les gens qui m'ont contacté suite à ma dernière vidéo qui faisait l'annonce que j'allais me lancer en déneigement. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est, encore une fois, appelons ça l'expérience communautaire. J'ai eu des appels de gens là, qui avaient des dizaines de tracteurs, des centaines et des milliers de clients. J'ai jasé avec des gens d'industrie, j'ai jasé avec des concessionnaires, j'ai parlé avec du monde qui en avait fait à petite échelle. Des chauffeurs, des gars qui en ont fait 12 ans, 16 ans, 20 ans. Fait que c'est vraiment le fun. Je vous remercie, là, vous connaissez, mais j'apprécie vraiment le feedback que j'ai eu. Un des gros apprentissages que j'ai fait en jasant avec tout le monde, c'est que c'est très polarisant. Il y a des gens qui croient là, en une affaire là, dur comme fer, puis d'autres sont complètement à l'opposé. Puis tu sais, un exemple aussi, c'est que une fois que j'ai choisi mes équipements, je jasais de ça avec mon cercle proche, puis il y en a qui me disaient t'es malade, tu seras jamais capable de faire autant d'entrées que ça. Puis il y en a d'autres qui disent ben voyons donc, tu peux en faire bien plus que ça. Fait que, n'ayant pas d'expérience, j'essaie de trouver une espèce de quelque part entre les deux puis de me faire ma propre idée. Fait que ça, je vais vous dire à la fin de l'hiver si je me suis planté ou si ça a été facile. Donc, puis c'est pareil au niveau des équipements. On va parler de souffleuse tout à l'heure, mais il y a des gens là, qui ne jurent que par les souffleurs avant, puis il y en a d'autres qui disent non, ça te prend une gratte en avant. Fait qu'on va jaser de ça tantôt. Mais je voulais prendre le temps de vous remercier. Tout ce que vous m'avez dit là, a été super important dans ma réflexion. Fait que c'est pas que, même si j'ai pas choisi ce que vous m'avez suggéré, ça veut pas dire que je l'ai pas considéré puis que ça n'a pas fait partie de mes réflexions pour voir là, comment m'aligner moi pour ma business, pour mes clients. Bon, première chose, le choix d'un tracteur. En partant, pour moi, il y a beaucoup de gens. J'ai acheté un circuit de quelqu'un qui faisait la run depuis des années avec un 4066R de John Deere. J'avais l'option de lui acheter son tracteur. Je me suis assis dedans, puis ça a fait non. De la simple raison, je suis gros, je suis large, je suis long. Fait que j'étais juste pas bien. J'avais le genou coincé, même au plus dégagé. J'étais limite, les accotoirs n'étaient pas aux bonnes hauteurs. Il n'y avait pas moyen de me mettre confortable. Fait que je me voyais juste pas faire des 10 heures de déneigement là-dedans. Fait que ça a comme décidé là assez carré. Ça a fait bon, j'aurais pas un 4066. Fait que ça, pour ce qui est ça s'est fait très rapidement comme décision.
Même chose, je me suis pas assis, je vais pas mentir, je me suis pas assis dans un Kubota L6060. C'est l'autre modèle là, qui est extrêmement utilisé. Vous allez m'entendre parler beaucoup de John Deere, de Kubota et de Fendt, évidemment. Mais j'ai vraiment regardé l'offre de produits aussi de New Holland. J'ai regardé... j'aime bien les modèles européens, fait que j'ai même regardé les Better Tractors, j'ai regardé les Dirtford, j'ai tout regardé sur papier, là, je les ai pas tous essayés en personne, mais j'ai quand même fait, appelons ça, une revue d'industrie pas mal globale avant de m'asseoir dans certains modèles puis de faire un choix là-dessus. Puis, ultimement, le choix du tracteur, fait que pour moi, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus confortable, de quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc, il y a le confort là, qui, pour moi, est vraiment important dans une activité qu'on fait plusieurs heures dans une journée. Sur un tracteur qu'on travaille autour de la maison avec, tu es assis dedans pendant 1 heure ou 2, c'est pas si mal, mais pour du déneigement, le confort est super important. Fait que ça a été vraiment mon premier facteur. Le deuxième, étant donné que j'étais, appelons ça un vierge de déneigement, c'est toute la question de la transmission. Puis, je vais essayer de vous expliquer un peu les grandes catégories de transmission, mais je ne suis pas mécanicien, vous me connaissez, c'est pas mon expertise. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui vont mieux connaître ça, qui vont être capables de vous l'expliquer. Mais essentiellement, il y a 3 catégories de transmission, si on simplifie ça, avec bien des sous-catégories à l'intérieur de ça. Mais c'est qu'on a une transmission, appelons ça, en fait, on va dire 4 transmissions. Il y a les transmissions hydrostatiques qu'on voit beaucoup dans les tracteurs compacts. Donc, 2 pédales, 2 ou 3 gammes de vitesse, puis c'est tout. Fait que on veut travailler fort, on se met sur le moins fort, sur le low, fait qu'on arrête, on change de vitesse, on travaille de même. Tu veux rouler parce qu'il faut que tu te rendes de l'autre bord de ton champ, bien là tu te mets au plus vite, t'arrêtes, tu te mets au plus vite, là tu repars. Ou bien pour la majorité des petites tâches communes autour de la maison, tu te mets dans le milieu, t'arrêtes, tu te mets dans le milieu, puis tu repars. Donc vous voyez vous voyez là, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on arrête à chaque changement de gamme au niveau des vitesses. Donc, ceux qui conduisent un 4066R ou un S6660 vont se reconnaître là-dedans. Il y a un peu plus de demande de s'arrêter pour changer de gamme de vitesse avant de pouvoir avancer. Fait que ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est, appelons ça une transmission manuelle. Donc, on clutch, on shift, puis on change de vitesse. Puis là, il y a différents nombres de vitesses. Chaque fabricant a ses variations. Puis je vous dirais, il y en a de moins en moins, ces machines-là. Il y en a encore pas mal. Mais dans les tracteurs de déneigement, c'est les machines qui ont un certain âge qu'on voit qui ont plus régulièrement ces types de transmissions-là. Ça a évidemment l'avantage d'être économique, d'être de la mécanique. Il n'y a pas d'électronique tant que ça. Donc, pour les gars qui sont plus mécaniques que moi, qui sont capables de réparer leur propre machine, ça peut être intéressant. C'est un peu plus power bras que j'appelle, un peu plus demandant au niveau physiquement, au niveau de la conduite. Il faut être mieux coordonné quand on fait du déneigement avance-recul pour changer de rapport. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est la raison principale pourquoi je m'en suis tenu loin. C'est que moi, je suis pas mécanicien pour 2 cents, puis je voulais de quoi de plus facile d'opération. La troisième catégorie est de loin la plus populaire pour les tracteurs de déneigement. Ça, appelons ça un power shift, power shuttle, shuttle shift, shuttle change. Puis là, tous les fabricants ont leur propre marketing, leur propre brand, leur propre nom, Fantasticus, Shiftus, de Vitessus. Donc, ça devient mêlant, mais en bout de ligne, ça devient à peu près toute la même affaire, c'est-à-dire c'est qu'on a des plages de vitesse, puis dans le fond, il faut clutcher quand on change de plage de vitesse, puis à l'intérieur de la plage de vitesse, on a un piton quelque part qui nous permet de changer de vitesse à l'intérieur de tout ça. Donc, ça rend la tâche pas mal plus facile, puis il y a un méchant paquet de gens qui utilisent ça pour le déneigement. Donc, c'était pour moi, de façon économique, c'était peut-être un choix là, qui était pas mal haut dans la liste, là, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est le plus disponible chez le plus de fabricants.
Donc, ça a l'avantage d'être très répandu. Il y a de l'électronique, mais c'est très connu. Tous les fabricants ont leur propre modèle. Ça s'opère bien quand on devient habitué. On n'est pas tout le temps en train de shifter de vitesse nécessairement. Donc, c'est que les gars qui sont habitués à ça, ils pensent plus, ça devient automatique. Comme conduire une voiture manuelle, par exemple, ou une moto, peu importe. Donc, ça, j'avais assez confiance d'être capable de l'apprendre, mais j'étais un peu en mode de, ouais, j'aimerais ça encore plus simple. Fait que vient la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est, appelons ça des transmissions CVT ou à transmission continue. Donc, appelons ça une transmission automatique si on fait un parallèle avec les voitures. Donc, la seule chose qu'on change, c'est avant-arrière essentiellement. Sinon, le reste, les changements de vitesse se font automatiquement. Chez John Deere, on parle de IVT. Chez Kubota, je pense que c'est du CVT. Chez New Holland, c'est du CVT. Puis, ben, chez Fendt, c'est la transmission Vario. Qui, dans le fond, fait pas mal le centre du marketing puis de l'offre de produits de Fendt, c'est leur transmission Vario. Puis, ce qui m'a amené, honnêtement, c'est un des gros morceaux qui m'a amené à acheter cette machine-là. Bon, vrai, pas vrai, je peux pas vous dire, je suis pas mécanicien, mais on m'assure que la transmission Vario est unique dans l'industrie, puis est beaucoup plus, je vais dire, résiliente à long terme, et puis ça semble ça qui a fait la renommée. Moi, ça pesait un peu dans la balance, oui et non, là, c'est du marketing, je peux juste croire qu'est-ce qu'on me dit, si tu sais. Mais en bout de ligne, la chose qui est différente, c'est que ils ont cette transmission-là dans des tracteurs plus petits que toutes les autres marques. C'est-à-dire que si, par exemple, si on va chez John Deere ou chez Kubota, chez John Deere, ils vont commencer à avoir des transmissions IVT dans la série 6 ou les 6120M, par exemple, ou chez Kubota, ça va être les M611 ou M610 ou M620, quelque chose comme ça, qui vont avoir des CVT. Donc, on tombe dans des catégories de tracteurs quand même assez gros, assez larges, puis avec le prix qui vient avec. Donc, c'est une considération, alors que chez Fendt, on peut avoir des tracteurs un petit peu plus petits avec cette transmission-là, qui est pleinement automatique, qui est super facile. On pèse sa pédale, ça avance, puis on pèse un piton, ça se met à reculer. Donc, c'est dur d'être plus simple que ça. Fait que ça a fait ça a été un gros élément là, dans ma réflexion, dans ma décision à moi, mais c'est très personnel. Il y a bien des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui est important. Donc, maintenant, parlons de taille de machine, taille de tracteur. J'ai demandé aux gens chez Agricom, à Mirabel, de se prêter au jeu, s'ils étaient prêts à me placer une coupe de machines pour que je puisse vous montrer certaines différences. Puis, ben, ils ont gracieusement accepté. Puis, ben, essentiellement, il y a 3 gabarits que j'ai vus de tracteurs, là. Il va y avoir le format qui est plus, appelons ça les 4066R ou les L6060 là, chez John Deere, chez Kubota. Il y a la série, qui est une série 200P chez Fendt. Puis, il y a la série 200 normale chez Fendt, qui est l'équivalent d'un série 5 ou un M5 là, chez John Deere, Kubota respectivement. Puis, après ça, il y a la série 300 chez Fendt, qui est l'équivalent de série 6 ou M6 chez John Deere Kubota, ou les T6 là, chez New Holland. Là. Je ne voudrais pas que les fans de New Holland pensent que je les oublie. J'ai regardé beaucoup leurs produits aussi. Puis, ben, chaque grosseur a un certain avantage. Quand on est plus petit, le rayon d'action est plus serré, donc on peut se tourner un peu plus facilement. On a besoin de moins long, moins large pour naviguer. On est plus bas aussi, qui est nono, mais comme moi, j'ai beaucoup d'entrées avec des arbres par-dessus les stationnements. Donc, c'est moins accrochant, plus on est bas. Plus on monte de gamme, plus on accroche la branche quand on fait nos bords de chemin. Donc, plus c'est graffignant, plus c'est dur, c'est miroir et tout ça. Puis, ben, plus on est gros, c'est aussi, ben, plus on est pesant. Donc, plus on est capable de pousser de la neige, plus on est capable de déplacer du matériel. Puis, ben, typiquement, l'offre en moteur et en puissance de moteur va être proportionnelle à la taille du châssis. Chez Fendt,
c'est un de leurs autres gros avantages, c'est qu'on peut avoir un petit tracteur de cette taille-là, mais avec des très gros moteurs, donc ça peut aller jusqu'à du 110 HP, je crois, peut-être même du 120, là, je ne veux pas vous mentir, mais certainement du 110, là, ça c'en est un, donc un 211P. Donc, ce tracteur-là, qui est un 209 ou un 211 versus un 211P, c'est mécaniquement et hydrauliquement à peu près la même affaire. C'est juste la cabine essentiellement qui change, puis l'espace, l'habitacle, le châssis qui change. Mais au niveau du moteur, puis au niveau de l'hydraulique, c'est similaire. Fait que ça, c'est unique à Fendt. C'est un argument de vente pour eux, mais c'est basé sur la réalité. C'est un bon argument dans ma tête. C'est la seule machine qui a ces puissances-là dans cette grosseur-là. Puis, ben, parlons d'HP. Pour moi, un de mes éléments de décision, une des raisons pourquoi je suis allé vers Fendt, c'est entre autres ça, c'est que pour une grosseur un peu plus petite, j'étais capable d'aller chercher une puissance en HP beaucoup plus grande. Mon quartier où je demeure, c'est le Mont-Catherine à Sainte-Agathe. C'est de la grosse pente. Juste mon chemin pour me rendre chez moi, c'est une pente très forte. J'ai beaucoup d'entrées en pente. J'ai beaucoup de territoire à couvrir parce que je suis dans les Laurentides. J'ai beaucoup de grandes entrées. Donc, au-delà de dire je suis capable de souffler 5 pieds de neige d'épais, c'était plus les déplacements que le nombre de HP fait en sorte qu'on gagne en vitesse. Donc, les tracteurs Fendt roulent à 40 km/h comme les gros tracteurs de tous les autres fabricants, mais on a ça dans les plus petits formats. Alors qu'un 4066, un L6060 ou un T4 chez New Holland ou un Boomer, j'oublie leur nom, là, je connais moins les numéros de New Holland, mais les modèles équivalents aux série 4 chez Kubota et John Deere vont être un peu plus limités en vitesse. Là, on parle de 20-30 km/h, alors que Fendt, c'est du 40 km/h, peu importe la grosseur de châssis qu'on prend. Dans la vraie vie, je veux dire, les chemins sont pas beaux, on se fait brasser en tracteur, fait que je pense pas que je vais rouler à 40 km/h, mais sur quelques axes principaux, la reprise, monter des côtes, les HP vont faire une bonne différence. Donc, ça faisait partie de mes éléments de décision à moi pour mon travail, pour mon secteur. Bon, maintenant, le punch. C'est celui-là que j'ai acheté. C'est pas le plus petit. La raison derrière ça, c'est la première chose que je vous ai dite, c'est le confort, la cabine. Je me suis assis là-dedans, puis on est beaucoup plus confortable que dans des modèles équivalents chez d'autres fabricants en termes de taille. Donc, si j'étais allé avec un souffleur avant, là, je vous donne des hints sur le fait que c'est pas ce que j'ai pris. Ben, je serais probablement allé avec ce tracteur-là. Mais, étant donné que j'ai choisi d'y aller avec un souffleur arrière, on va en parler tout à l'heure du pourquoi et du comment, j'aimais mieux avoir un tracteur plus gros parce que le siège est pivotant. Donc, on va s'asseoir dedans tout à l'heure. Mais ça me permet d'être un petit peu moins le cou cassé par en arrière pour voir où est-ce que je souffle ma neige. Fait que ça fait une grosse différence au niveau du confort quand on regarde par-dessus notre épaule, juste être capable de pivoter un petit peu le siège. Donc, si j'étais allé avec un souffleur avant, j'achetais ça. Si j'y allais avec un souffleur arrière, j'achetais ça. C'était vraiment mon élément de décision entre les deux parce que la puissance est la même, le flot hydraulique est le même, le poids, si on met de la grilline dans celui-là, revient au même poids que celui-là. Donc, j'avais pas... Puis le prix est relativement similaire, étant donné qu'on parle de technologies similaires. Puis bon, sans aller dans le détail des offres de financement, ça revenait à très similaire en termes de prix. Donc, c'est ça qui a, pour le choix de la machine, a décidé pour moi. Donc, je suis allé avec un 209. C'est peut-être le mien. En fait, plus je pense, c'est peut-être le mien. Je ne sais pas, je vais en prendre possession plus tard. Donc, c'est un comme ça que je vais avoir. Puis, ce qui m'a empêché de prendre un 300 ou un série 6, peu importe le fabricant, c'est la taille. Ça commence à être gros. Même le 200, c'est de la machine. On parle d'à peu près 7 pieds de large. Avec le 300, on est, je pense, 4 ou 5 pouces plus large encore. Fait qu'on commence à s'approcher du 7 pieds et demi. Chez les autres fabricants, on est presque dans le 8 pieds.
ça commence à être large. Là, quand on est la largeur d'une voie dans les routes, puis chez nous, là, je pense qu'ils sont pas toutes réglementaires. Fait que tu roules des roues dans le fossé puis une route sur asphalte. J'étais pas à l'aise d'aller dans cette grosseur-là, sans parler de la hauteur qui est qui est accrochant dans les arbres. On parle vraiment d'un bon pied de différence. Si c'est pas plus. Ça a certains avantages d'aller plus gros, comme je vous disais, le poids, aussi la visibilité. Là, on est plus haut. Les séries 6 chez John Deere, le 6120, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un nez profilé, plus que les Fendt. Donc, il y avait certains avantages à aller dans un série 6 chez la compétition, mais je voulais pas aller dans ces grosseurs-là. C'était juste trop gros pour moi. Ceci dit, là, c'est des... si pour votre contexte, ça a du sens. Si vous faites des plus grandes entrées commerciales, par exemple, si vous êtes en banlieue, qu'il y a moins d'arbres, puis que vous avez plus de territoire à couvrir, évidemment, avoir une grosse machine plus large, plus pesante, plus puissante, ben ça peut être justifié pour vous. Donc, c'est pas des mauvais choix, évidemment, là. Bon, ben, on va profiter de la pluie pour faire le tour de la cabine. On continuera notre jazzette d'accessoires après. On va faire le tour vite. J'avais le goût de le partir, je l'ai parti. Ça flash à la caméra. Donc, parlons prix. C'est là où la question de la transmission, la question de la force de moteur par rapport à la taille de la machine rentre en ligne de compte. Puis c'est là où ça devient un peu mêlant. Si on compare le prix de ce que j'achète, un Fendt 209, qui est l'équivalent d'un série 5, mais avec un moteur 90-95 HP, avec une transmission IVT, ce qui n'est pas disponible chez les fabricants, ben il n'y a pas de comparaison directe. Fait qu'automatiquement, c'est le plus cher, mais c'est aussi le moins cher, parce qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de modèle équivalent dans d'autres fabricants. Si on le compare avec un niveau de performance similaire, il faut aller vers des séries 6 où, en bout de ligne, les modèles sont plus dispendieux quand on compare avec du neuf, de façon quand même significative. Fait que c'est là où ça devient mélangeant en termes de comparaison. Si on compare, par exemple, un 209 avec un série 5 de 95 HP, avec une transmission shuttle shift, power shift, power quad, appelez ça comme vous voulez, c'est sûr que c'est plus cher Fendt que le modèle équivalent, ou du moins c'est presque des mêmes prix compétitifs, peut-être une petite affaire plus chère. Fait que c'est là que c'est tout le temps un peu difficile de comparer des pommes avec des pommes quand c'est pas toujours exactement pareil au niveau des produits, des accessoires et tout ça. Mais c'est ce qui a mené à mon choix. Ensuite, ce qui est mêlant, c'est dans l'offre de produits des différents fabricants, c'est qu'il y a 1 million d'options, puis tout le monde sépare ses modèles, ça devient mélangeant, fait que c'est du sport, tout comprendre l'offre de produits, l'offre de services, donc essayez d'identifier ce qui est important pour vous, puis après ça, restez quand même, mes conseils de magasineux, là, c'est rester quand même ferme sur ce qui est important pour vous, puis après ça, faites le tour des concessionnaires, puis regardez ce qui matche le plus vos besoins, plutôt que d'essayer de vous mouler à l'offre de produits et services des fabricants. Donc ça, c'est bien important. C'est vous le consommateur, c'est beaucoup de sous. Donc c'est important de trouver chaussure à son pied. Puis ben c'est une autre de la question économique. Moi, pour le modèle que j'ai choisi, tous mes coches que je voulais qu'ils soient cochés se retrouvaient dans le modèle, appelons ça de base, de Fendt, qui est la série Power. Ils ont Power, Profit et Profit Plus là, dans leur gamme de produits. Dans le fond, plus on va vers le Profit Plus, plus il y a des options. Profit Plus étant tout ce qui est le truc GPS et tout pour le secteur agricole. Puis peut-être qu'un jour, ça va être utilisé là, pour le déneigement, mais pas à ma connaissance pour l'instant. Bon, maintenant, la question qui tue. Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on met en arrière d'un tracteur?
Avant, bon, je vais vous dire tout de suite, moi, ce que j'ai choisi pour moi, c'est un souffleur arrière conventionnel avec une gratte Metal Place en avant. À travers l'explication du reste, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça. Mais avant de vous dire c'est quoi le bon choix ou c'est pas l'objectif, je vais vous parler un peu de c'était quoi les options, qu'est-ce que je comparais, qu'est-ce que j'ai regardé, parce que il y en a. Bon, premièrement, c'est important de noter, c'en est une zone de fierté pour les Québécois puis les Canadiens, mais particulièrement les Québécois. On est des pionniers, on connaît ça, la neige, on en mange de toutes les façons, toutes les sortes. Puis, même aux États-Unis, ils n'ont pas l'offre de produits et services que nous, on a en termes de déneigement. Donc ça, c'est super cool, c'est super le fun, c'est rare. D'habitude, on achète beaucoup de produits américains ou même de produits européens, peu importe. On est des pionniers, nos équipements, on est la référence en équipement de neige. Fait que ça, c'est le fun. Puis ce que ça fait, à tort ou à raison, c'est que ça nous donne une énorme offre de produits. Fait que ça devient très complexe parce que c'est vraiment multivariable de tout ce qui est possible de mettre sur un tracteur. Donc, on a l'embarras de choix, ce qui est bon, pas bon. Bon, parlons souffleuse. Au Québec, on a plusieurs fabricants. On a Normand, on a Pronovo, on a Agrimetal, on a Bilodeau. Je suis sûr que j'en oublie, je m'excuse, mais on en a un paquet. Puis, c'est tout du bon équipement. On a de quoi être fiers. Puis, essentiellement, ils ont toutes un peu leur particularité, leur façon de se différencier. Mais je vous dirais, une souffleuse, c'est une souffleuse. Après ça, ça devient du cas par cas de dire, avez-vous eu des problèmes avec la vôtre ou non? Est-ce que la solidité de fabrication est un peu mieux? Moi, je suis allé avec une Agrimetal à la recommandation de mes concessionnaires qui m'ont dit, c'est tout bon, mais l'Agrimetal est peut-être celle que les tolérances sont un petit peu mieux au niveau de la fabrication. Fait que, en bout de ligne, ça devient un peu de l'opinion. Fait que rapport qualité-prix, ça semblait être le bon choix. Je suis allé avec ça. Mais une Pronovo Normand, c'est des bonnes machines. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'était juste un choix à faire. Puis après ça, il y a 1 million d'options à l'intérieur de la souffleuse. Le fil qui coupe, c'est-tu des patins en téflon, des patins en acier, un couteau en acier, un couteau en téflon? Est-ce qu'il y a une vrille, 2 vrilles selon la grosseur de la machine? Le chute, y a-tu 1 pivot, 2 pivots, 3 pivots? Le contrôle hydraulique, il y a tellement de détails qu'on pourrait faire des multiples comparaisons entre toutes les souffleurs qu'on n'en viendrait jamais à bout tellement il y a de variables. Donc ça, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, on n'en sortira pas. Mais je voulais quand même vous dire, là, vous catégorisez les souffleurs en 4 différents types. Le premier, c'est celui qu'on voit là, c'est un souffleur avant. On va mettre ça en simple. Donc, on a un souffleur avant, souffleur conventionnel arrière, souffleur qu'on tire, souffleur qu'on appelle un inversé arrière, c'est-à-dire qu'on souffle en tirant. Je vais essayer de vous en trouver un dans la cour pour vous montrer. Et un hybride arrière qui est un inversé, mais conçu différemment pour aller vraiment chercher de la neige le plus collée possible d'une porte de garage, par exemple. Donc ça, c'est les grandes catégories. Puis après ça, tu as un paquet d'affaires, comme entre autres Bilodeau, Normand en ont, Pronovo ont un PXPL qui est une affaire qui est réversible, fait qu'on c'est pas inversé, c'est réversible, c'est une autre affaire. Fait que ils ont, qui nous permet de souffler en reculant puis en avançant. Bilodeau ont des modèles similaires. Ils ont des souffleurs extensibles. Normand a l'ensemble de ses réponses avec des tapeux en option puis des rouleaux. Fait il y a vraiment un paquet de millions de produits. Si j'ai la chance, je vais faire d'autres vidéos spécifiques sur ces machines-là. Mais à la base, c'est les 4 catégories, je vous dis. Souffleur avant, souffleur arrière, souffleur inversé, puis souffleur hybride. Bon. Là, je vais dire ça pour mon beau-père. Les souffleurs avant, c'est vraiment le fun. On souffle par en avant, on est assis, on regarde où est-ce qu'on s'en va. Numéro 1. La réalité au terrain, puis ça, je l'ai eu de plein de gens qui en font vraiment beaucoup, c'est que c'est quand tu souffles uniquement, ça va bien, mais moindrement que tu en as plus à faire, des plus longs chemins, c'est pas ça qui est le plus efficace, le plus rapide, parce que ça prend quand même un certain temps.
souffler la neige plutôt, par exemple, que la gratter. Donc, moindrement qu'on a des grandes entrées, c'est plus rapide d'avoir une gratte, par exemple, pour être capable de manipuler la neige. Ça ne veut pas dire qu'on fait un banc de neige au bout, puis on la pousse, puis elle reste là. Ça se peut qu'en bout de ligne, on se serve de la gratte pour la ramener à quelque part, puis après ça, on la souffle. Mais c'est une des grosses différences. Puis il faut se rappeler que partout dans les entrées qu'on va par l'avant, il y a des bonnes chances qu'on aille à ressortir du reculon. Donc d'un côté comme de l'autre, il faut avancer puis reculer dans la majorité des entrées. Donc on choisit un peu de quel bord on veut faire le travail principal. L'autre chose, c'est qu'il y a bien des entrées. Moi, je sais que j'en ai. Là, moi, je devrais avoir à peu près 75 entrées à faire cette année. Peut-être gros max 80, gros minimum 70. Donc, à l'intérieur de ça, j'en ai peut-être le tiers que j'ai plus de place à souffler à un moment donné quand j'arrive proche des bâtiments. Dans le fond, il va y avoir un garage, une maison, puis de ce côté-là, soit un cabanon ou d'autres choses qui empêchent de souffler ou la rue collée ou qu'on peut pas envoyer la neige là. Fait que bien souvent, pour le tiers de mes entrées, je pourrais pas souffler vers l'avant. De toute façon, je vais être dans une situation où il va falloir que j'aille chercher la neige, que je la ramène en avant, puis après ça que je la souffle. Ce qui demande donc de travailler avec une gratte. Donc, avec un tracteur comme ça, ces manipulations de neige-là, je le ferai à reculons. Fait qu'il faudrait que je me recule proche des bâtiments pour ramener ma neige où je veux la travailler pour ensuite être capable de la souffler vers l'avant. Donc, pour moi, il y avait ça qui était un élément de décision. Avantage, inconvénient, c'est le fun quand on souffle tout, mais pour manipuler la neige, on est à reculons. Alors que si on a l'inverse, c'est-à-dire si on a une gratte en avant, dans mon cas c'est une Metal Place, mais même si c'est une gratte extensible du style Cotec ou Profusion ou de ce genre-là, ben on travaille, on est assis vers l'avant dans la cabine, donc on regarde ce qu'on fait, on a une plus bonne visibilité, on n'a pas besoin de regarder par-dessus notre épaule, donc puis on va se mettre proche des bâtiments, on va chercher notre matériel pour ensuite le souffler. Donc, tu sais, ça revient pas mal, comment dire, je vais dire au même en termes de temps qu'on regarde vers l'avant. Ça, je l'ai discuté avec bien des gens. Il y a des gens qui ne veulent qu'avoir ça. Et il y en a d'autres qui disent non, tu travailles bien plus avec une gratte en avant, fait que t'es mieux d'avoir ton souffleur en arrière. Fait que ça, il y a autant de fans d'un qu'un de l'autre. Honnêtement, si j'ai d'autres runs, je vais peut-être m'arranger pour avoir un setup comme ça, puis un setup comme celui que j'ai acheté, juste pour pouvoir comparer. Puis selon les préférences de mon chauffeur, si j'ai un employé un jour, on va pouvoir faire des échanges ou organiser ça. Puis il y a une réalité de la chose, c'est qu'en début de saison, on souffle pas mal tout le temps pour faire notre fond. Donc ça a quand même un certain avantage, puis c'est vrai. Surtout en début de saison, qu'on passe plus de temps à souffler qu'à gratter. Donc, il y a des avantages certains à une configuration comme ça. Dans mon cas, l'autre raison pourquoi je ne suis pas allé vers ça, c'est que j'ai beaucoup de stationnements, dont le mien, qui vont faire 300-400 pieds, donc à peu près 100 mètres, 200 mètres. J'en ai un qui est facilement un 400 mètres, 300-400 mètres. Donc, puis j'en ai deux autres là, qui sont très longs, asphaltés, en pente forte, donc en courbe. Donc, j'ai pas mal d'entrées que pour moi, ça va être plus rapide, plus efficace, puis même plus sécuritaire, je dirais, d'avoir une gratte en avant, puis de juste faire, la mettre en angle, puis pousser la neige sur le côté. Puis le jour où il y en a trop, je ferai une passe de souffleuse pour repousser tout ça. Donc, pour moi, pour ma run, pour mes entrées, ça me semblait, là, à toute considération faite, être le setup idéal, c'était d'avoir une gratte Metal Place en avant, puis un souffleur conventionnel en arrière. Donc, avant d'aller voir là, les souffleurs arrière, on va regarder cette gratte ici. C'est une gratte qui va à l'arrière. C'est une gratte sectionnelle, donc qui est extensible, comme ça. Puis aussi, dont les oreilles s'ouvrent, donc pour tirer, pour souffler. Donc, c'était assez, je dirais,
typique là, comme équipement. Quand on a un souffleur à l'avant, ça nous prend quand même quelque chose pour aller chercher la neige proche des bâtiments, proches d'obstacles qu'on ne se rendrait pas nécessairement avec la souffleuse ou quand on n'est pas capable de souffler dans la neige parce qu'on est trop en endroit restreint. Bon, le choix du souffleur arrière. C'est là aussi que j'ai eu vraiment un débat. Je suis pas 100% décidé, honnêtement. J'ai encore une partie de moi qui hésite. Mais mon choix, c'est quand même arrêté à ça. Un souffleur conventionnel arrière. Principalement à cause de ce que je vous expliquais. En fait, avant de vous dire mes raisons pourquoi j'ai choisi ce que j'ai pris, je vais vous expliquer un peu les différences entre les trois. Il n'y en a pas dans la course. Je pensais être chanceux qu'il y en aurait en inventaire, mais présentement, il n'y en a pas. Mais il y a deux autres types de souffleurs arrière. Il y en a un que c'est un dôme inversé. Donc, c'est la même chose, mais on le met à l'envers. Fait qu'on souffle en avançant avec le tracteur. Ça a l'avantage que, dans le fond, on recule pour se mettre proche, puis on repart. La raison pourquoi il y a deux modèles, c'est que quand les gens... les compagnies ont commencé à faire ça, ils ont inversé rapidement. Puis là, ben, la complainte ou la plainte qu'il y avait le plus, c'est que ça laissait à peu près la largeur de la boîte proche du bâtiment. Donc, il y a une autre génération de souffleurs maintenant qui est des souffleurs hybrides, qui est le même concept, c'est-à-dire on souffle vers l'avant, mais la boîte est vraiment fermée, puis la vrille se rend vraiment plus proche, puis on est vraiment capable de gratter proche, mettons, d'une porte de garage. Donc, si vous voulez acheter ce genre de souffleuse-là, je vous encourage vraiment d'aller vers un souffleur inversé hybride. C'est vraiment un mélange, ils appellent ça hybride parce que c'est une gratte et souffleur. C'est qu'on va il y a comme un couteau en arrière qui vient gratter la neige, le petit pied de neige qui reste en dessous du souffleur, puis qui le fait rentrer là, dans la vrille. Donc, c'est l'option la meilleure là, si on a l'intention de souffler en avançant avec la machine. Donc, pour les gens qui font des entrées de banlieue, qui ont beaucoup de maisons proches, beaucoup de portes de garage à faire, je vous dirais, c'est le setup ultime. Avoir un souffleur hybride, on vient s'accoter sur la porte de garage, on tire la neige, on la souffle, on peut juste la tirer puis partir le souffleur après. Donc, c'est très, très rapide, très efficace. Donc, il y a beaucoup de quartiers de banlieue où les tracteurs n'ont que ça. Le désavantage de ça, puis la raison pourquoi j'ai pas pris ça, c'est attaquer un gros banc de neige. Puis moi, étant donné que j'ai vraiment beaucoup de grosses cours, comme je disais, je vais avoir à sortir du matériel beaucoup. J'ai beaucoup de cours où j'ai pas de place où souffler. Puis on a des grosses bordées de neige dans mon coin. Les remblais de la ville sont quand même imposants. Ben, des fois, passer par-dessus avec le tracteur, descendre le truc, en manger des sections, ça prend plus qu'une passe. Ça va venir par le faire, là, que ce soit un inversé ou un inversé hybride, mais ça demande un peu plus de passe que juste rentrer dedans, gratter à terre tout de suite en partant jusqu'au fond. Donc, étant donné que j'ai beaucoup de bancs de neige, puis j'ai l'impression que je vais déplacer quand même pas mal de neige avec ma gratte, c'était le hic, c'était le « je suis pas sûr », c'était l'hésitation. Donc, pour cette année, j'ai décidé d'y aller avec un souffleur à air conventionnel pour être capable de souffler des plus gros bancs de neige, des plus gros remblais de ville. Donc, voilà. Je vais essayer de trouver des séquences vidéo. J'ai vu quelques gens se filmer dans les années passées. Comment ils s'y prenaient avec un souffleur inversé pour descendre des gros bancs de neige. Puis je pense qu'une image vaut 1000 mots, là, fait que je vais essayer de vous montrer ça. Puis de la même façon, je pensais qu'il allait avoir des Metal Pless en inventaire. Ils n'en ont pas. Mais je vais quand même pouvoir vous parler là, de différents types de grattes, différents choix. Quand on a une gratte à l'avant, il y a deux modèles, je dirais, le plus conventionnels. C'est des grattes droites, mais extensibles, comme celle-ci. Celle-ci, on voit qu'elle a des patins en latex ou en téflon, pas en latex, en téflon ou en UHMV, ou en tout cas différents matériaux. Probablement que ce tracteur-là est utilisé pour faire des entrées où il y a du pavé, beaucoup d'asphalte, donc on ne veut pas endommager les surfaces, fait que c'est ça que ça prend. Dès qu'on tombe dans des entrées de gravier, c'est moins, ça use très rapidement, donc pour moi, j'ai pas d'entrée à pavé à faire, aucune. J'ai quelques clients que je sais qui vont être très
exigeant, très difficile là, sur l'asphalte parce qu'ils viennent la faire, puis il veut qu'elle reste belle, pas de stries, pas de dégraphing. Fait que je sais pas trop comment je vais les faire. Tu sais, je sais déjà qu'ils vont peut-être être un peu fâchés à la fin de saison. J'ai essayé de leur dire qu'il va y avoir des stries, il va y avoir des marques parce que j'ai un couteau en acier sur ma gratte. Mais puis ils veulent avoir ça sur l'asphalte. Je peux pas faire un fond, laisser un fond de neige puis gratter le fond de neige. Ils veulent ramener ça à l'asphalte à chaque fois. Fait que moi je peux pas acheter une gratte pour 1 ou 2 clients. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne à la fin de l'hiver. Fait que c'est des réalités. On l'explique au client. J'ai eu cette discussion-là avec lui. D'une certaine façon, s'il est mal pris, parce que je suis un peu le seul qui fait son secteur, donc je vais faire le meilleur service que je peux avec l'équipement que j'ai, mais ultimement, à part le faire lui-même, il n'y aura pas d'option qui serait parfaite pour lui. Donc, pour revenir aux grattes, celle-ci s'agrandit, elle est extensible, puis les oreilles montent et descendent pour être capable de pousser ou tirer la neige. Donc ça, c'est un setup qui est quand même assez fréquent. Puis ben, c'est une gratte qui a des cylindres pour choisir l'angle, mais c'est à cause du design des oreilles, c'est pas nécessairement fait pour agir comme une charrue, donc comme vraiment une gratte pour pousser de la neige sur des longues distances en angle. C'est là où la Metal Place rentre en ligne de compte. C'est une gratte qui est faite pour être mise en angle. Je vais essayer de vous trouver des images là, pour vous démontrer là, ce que je suis en train de vous dire. C'est fait pour vraiment pousser la neige. Puis il y a des ailes dans le fond de chaque côté qui peuvent s'agrandir, mais qui peuvent aussi s'inverser pour pousser, pour tirer, pour mettre en angle. Donc très versatile. Donc moi, pour aller gratter des fonds de terrain proches des garages, proche des bâtiments, puis ramener la neige dans un endroit central pour pouvoir la souffler, ça va être vraiment un outil très versatile. Et comme je disais, pour dégager des longs chemins, pour moi, ça va être très très pratique. Si j'avais des entrées un peu plus régulières, des entrées soit de banlieue ou beaucoup de rectangles identiques, il y a des gros avantages d'avoir une gratte extensible parce que là on peut faire juste une passe, on vient tout tirer en un gros morceau, on souffle puis c'est fini. Fait que des grattes extensibles comme Cotec, comme Profusion, ça a bien des avantages, c'est très pratique. Pour moi, dans plusieurs cas ça m'aurait servi également, mais j'ai essayé d'estimer ma façon de fonctionner puis de visualiser mes entrées. Je pense que la Metal Place va m'offrir une plus grande flexibilité puis une plus grande rapidité pour mes entrées à moi. Puis ben, après ça, il y a les bébites un peu plus bizarres comme je vous parlais tout à l'heure du Pronovo PXPL. Ça donne qu'il y en a un dans la cour, fait que je peux vous le montrer. Donc c'est un souffleur conventionnel arrière, mais qui a des ailettes puis un tissu qui viennent dans le fond se refermer. Donc on peut après ça s'en servir comme un souffleur hybride, donc tirer la neige, puis après ça là, juste ramasser le petit bourrelet qui reste. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a Bilodeau qui a quelque chose de similaire, Normand aussi si je ne m'abuse, dans les produits québécois. Donc ça c'est bien intéressant. Tout ça a un prix bien sûr, mais selon le contexte, selon le type d'entrée que vous avez, ça peut être vraiment intéressant, vraiment efficace, sauver beaucoup de temps. Donc quelque chose à explorer si vous êtes dans le marché. Si j'avais eu des entrées un peu plus régulières, avoir mis ça à l'avant d'un tracteur, je pense que ça aurait pu être intéressant, plutôt que juste un souffleur conventionnel. Donc je les ai regardés avant de choisir de ne pas acheter un série 4, peu importe le fabricant. C'était quelque chose que je regardais, c'était super intéressant, mais en bout de ligne, faut quand même se reculer, s'avancer. Donc on a un certain gain parce qu'on souffle en avançant, on souffle en reculant, mais il faut quand même se replacer puis aller faire les bourrelets. Puis, fait que, il y a un gain, je ne sais pas à quel point. Si vous avez ce genre de machine-là, mettez des commentaires dans la vidéo. Je serais bien curieux de voir comment votre expérience, si vous aviez un conventionnel avant versus ça. J'ai essayé de trouver de l'information sur YouTube là-dessus. Il y en a très peu à part des vieilles vidéos. Donc laissez-moi savoir ce que vous en connaissez, ce que vous en savez, puis si vous en avez un, puis si vous aimez ça.
Puis ben, finalement, là, si on finit la revue d'industrie et toutes les opportunités, il y a des machines aussi comme certaines des machines Bilodeau qui est un souffleur extensible. Donc c'est une espèce d'enfant illégitime d'une gratte extensible et d'un souffleur. Donc ça a certains avantages si on a contourner beaucoup des bacs à poubelles dans des entrées un peu plus petites. Donc, on peut agrandir, fermer. C'est des machines qui sont super intéressantes. Encore une fois, tout ça a un prix. Puis, dans le bon contexte, ça peut vous sauver énormément de temps et être justifié. Dans mon cas, ça l'était un peu moins. Dernière chose, dans le guide du magasinage du tracteur à neige, à ne pas négliger les pneus. La majorité des tracteurs, surtout s'ils ont un usage agricole, vont venir avec des pneus agricoles. C'est pourri dans la neige. Ben, c'est pourri dans la neige. on va se le dire. C'est pas idéal. Il y a des pneus comme celui-ci, des pneus Nokian, qui sont déjà mieux, là, qui sont des pneus à neige, mais il y a d'autres pneus qui sont encore mieux, les Acapelita, qui ont des stries, donc qui sont encore mieux pour la neige. Il y a Michelin qui en font aussi, Snow Plus. Puis, bon, on m'a parlé, là, ça, pour les vieux de la vieille qui connaissent ça, on a un endroit où c'est possible de faire recaper des pneus, mettre de la gomme molle dessus. Donc, je sais que ça se fait, je sais que ça existe, puis les gens qui en ont ne jurent que par ça. Moi, je vais essayer avec des Acapelita pour commencer. On me dit que c'est quand même excellent, donc on va voir comment ça va. Puis on va partir avec ça. Mais si vous avez des vieux pneus, vous êtes sur le bord de changer, vous jouez avec l'idée d'essayer d'autres choses, peut-être que ça vaut la peine de vous informer là, pour le service de recapage de pneus. Donc voilà pour les pneus à neige. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour d'appeler ça le guide d'achat ou toutes les réflexions. Merci encore aux gens là, qui m'ont mis des commentaires. Si vous avez d'autres idées, d'autres commentaires, d'autres trucs que j'aurais mal énumérés ou que j'aurais oublié dans la vidéo, mettez ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis rappelez-vous qu'on achète une machine, mais on achète aussi un concessionnaire. L'accueil à la vente, le service après-vente, la disponibilité des pièces, ça a un coût, ça a une valeur. C'est super important de vous informer là-dessus. Que vous achetiez neuf ou usagé, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Là. On achète autant le concessionnaire qu'on achète la machine. De la même façon, pensez aux valeurs de revente, pensez aux modèles. T'sais, moi, j'aime ça des machines européennes, j'aime ça des machines qui sont moins populaires peut-être que les marques qu'on connaît habituellement. Je prends le gamble que si un jour j'allais les revendre, ben c'est une plus petite communauté, il y a moins de roulement dans ces équipements-là, mais quand l'intérêt est là, il y a, dans le fond, on a le modèle qu'ils veulent parce qu'il n'y en a pas 5 millions sur le marché. Donc, c'est un peu le gamble que je fais, mais la réalité, c'est que du John Deere, du Kubota, la valeur de revente reste très élevée. Il y a une grosse rotation annuelle. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être avoir une incidence pour vous dans votre décision. Donc, gardez ça en tête. J'ai bien hâte de commencer ma saison. Je vais me filmer quand je vais recevoir ma machine. Je pense pas que c'est celle-là finalement parce que j'ai un PTO à l'avant. Donc, c'est pas celui-là spécifiquement, mais ça va être cette grosseur-là, ce modèle-là. Fait que j'ai bien hâte de le recevoir. Puis, je vais m'asseoir dedans. Je vais vous en faire un tour vraiment pointu, détaillé quand je vais l'avoir à ce moment-là. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine lubie. Mettez des commentaires dans la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour activer les algorithmes. Faites le like, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Puis ben, on se revoit dans une prochaine lubie.